Chapitre 4, 1809-1810, première partie. Le duc d'Eschlingen était alors à Paris, et le corps d'armée était sous le commandement du général de division comte Marchand. Nous prîmes le chemin de Tamames, mauvais village situé au pied d'une chaîne de montagnes escarpées et élevées, la Sierra de Santa Maria, à 7 lieues de Ciudad de Rodrigo et à 11 lieues de Salamanque. Nous y allâmes en 2 étapes. Le 18 au matin, on put apercevoir l'armée ennemie perchée sur la montagne. La chaîne de montagnes se terminant à notre droite, et la pente étant assez douce, la majeure partie des forces espagnoles s'y était portée, et le reste était placé au-dessus des rochers à une telle distance qu'on n'avait rien à redouter de ce côté. Le point d'attaque était donc tout indiqué. Notre brigade, commandée par le général Maucune, fut placée justement à l'extrême droite, avec les 2 régiments de cavalerie légère. Son étendue en bataille tenait un espace où l'on aurait dû placer par échelon les 2 divisions, puisque c'était l'endroit où la montée était la plus facile. Au lieu de cela, le général Marchand prit des dispositions contraires et plaça les autres brigades tout à fait à gauche en face des endroits les plus inabordables de la montagne, tant par la raideur des pentes que par l'épaisseur des broussailles qu'il fallait traverser. Malgré tout, nos soldats attaquèrent avec l'impétuosité particulière à la nation française, bien convaincus qu'en dépit de sa position avantageuse et de sa supériorité en nombre, l'ennemi allait être enlevé à l'instant. Toutes les compagnies de voltigeurs passèrent en tête de la brigade, et le général nous ordonna d'enlever les pièces avec l'aide de la cavalerie. Nous nous élançâmes au cri de « Vive l'empereur !» et n'essuyâmes qu'un moment le feu dirigé sur nous, car nous ne tardâmes pas à être abrités en arrivant au pied de la hauteur. Nos hommes montaient avec une rapidité telle qu'on avait peine à les suivre, et nous fûmes sur les canons en même temps que la cavalerie qui, tournant d'abord à droite, venait de prendre l'ennemi sur son flanc gauche et par derrière. 10 pièces étaient déjà en notre pouvoir, tandis que l'aile gauche cherchait vainement à monter. Après quelques décharges, le feu prit aux herbes sèches, se communiqua aux broussailles et il lui fallut redescendre, car les cartouchières des blessés commençaient à sauter. Au lieu de reconnaître la faute qu'il avait commise et de la réparer promptement en faisant appuyer ses régiments de notre côté, le général Marchand ordonna, je ne sais pourquoi, de battre en retraite. La manœuvre était pourtant toute simple et sans danger puisque l'ennemi ne pouvait plus descendre de la position qu'il occupait et que de notre côté il était en déroute. Quoi qu'il en soit, nous n'en fûmes point prévenus, et nos voltigeurs continuèrent à marcher en avant. Mais ils ne tardèrent pas à être arrêtés par le gros de l'ennemi qui ralliait ses fuyards et tenait bon, ayant aperçu du haut de la montagne le mouvement rétrograde de notre armée. Nos compagnies se maintinrent longtemps, espérant voir arriver la brigade pour les soutenir. Mais bientôt, les tirailleurs espagnols avancèrent en nombre et débordèrent tellement que nous fûmes coupés. Il fallut faire demi-tour, et c'est alors seulement que nous vîmes que le gros de nos forces était loin et en retraite. Chaque compagnie chercha alors à rejoindre précipitamment son corps. Il y eut confusion, et nous aurions été gravement compromis sans le sang-froid et la décision du brave Dutoya, mon chef de bataillon, qui, malgré les ordres des généraux, arrêta et fit déployer son bataillon près duquel la cavalerie et nos voltigeurs vinrent se rallier. Les masses espagnoles furent arrêtées net, et avec l'aide du 3e hussard et du 15e chasseur, le 3e bataillon du 69e couvrit la retraite, faisant une telle contenance que les Espagnols ne se risquèrent pas à chercher à l'entamer. Cette malheureuse affaire coûta 1800 hommes au corps d'armée et au régiment en particulier, 250 hommes et 18 officiers, dont 6 furent tués. Avant de quitter Salamanque, on avait payé au sergent-major 2 mois de solde arriéré, et il n'avait pas eu le temps de faire le prêt aux compagnies. Plusieurs furent tués ou pris, et tout cet argent fut perdu. Un malheur ne va jamais seul. Nous revînmes encore à Salamanque pour l'évacuer 2 jours après et prendre position à Toro derrière le Douro en attendant les ordres du roi Joseph. 8 jours après, les troupes de Madrid vinrent à Avila et les Espagnols qui étaient entrés à Salamanque après notre départ se retirèrent dans la montagne. Nous apprîmes que ces bêtes féroces n'avaient point fait de prisonniers et que les malheureux blessés laissés par nous à Salamanque avaient été entassés sur des bûchers et brûlés vivres. Nos soldats se promirent d'user de représailles et de ne plus faire de prisonniers s'il leur tombait des Espagnols entre les mains. Nous rentrâmes d'ailleurs à Salamanque et fûmes 15 jours tranquilles, mais chagrinés de service comme si nous eussions une armée terrible en face et près de nous. Bientôt, on fit les préparatifs d'une nouvelle évacuation. Les soldats murmuraient, car ils prétendaient, avec assez de raison, que notre corps d'armée de 20 000 hommes battrait sans peine les 35 000 pouilleux du duc d'Elparc si on les tenait en plaine.
Les troupes du roi Joseph étant revenues à Madrid, l'armée espagnole avança de nouveau par la route d'Alba de Tormes et gagna la plaine de Medina del Campo, menaçant ainsi d'empêcher notre jonction avec les troupes du nord, jonction que nous devions opérer à Valladolid. Le général Marchand avisa de cette marche le général Kellermann, qui commandait à Vitoria, et celui-ci lui conseilla d'évacuer Salamanque, de suivre sur son flanc l'armée ennemie, et surtout de ne rien engager tant qu'il ne lui serait pas arrivé 4 régiments de dragons qu'il allait lui amener dans le plus bref délai. 4 jours après, en effet, nous vîmes paraître les 3e, 6e, 15e et 25e dragons, qui, sortant des cantonnements où ils étaient depuis 6 mois, avaient des chevaux magnifiques, capables d'écraser seuls toutes les armées espagnoles réunies. Pendant 2 jours que nous restâmes au bivouac sur la rive droite du Douro, ce ne fut que réjouissance. Cavaliers et fantassins vidèrent ensemble un nombre de peaux de bouc aussi considérable que le nombre d'hommes dont l'armée était composée. On voulait attirer le plus possible les Espagnols dans les plaines de Castille, mais avertis du renfort que nous venions de recevoir, le gros de leurs forces ne dépassa pas Medina. Le 25 novembre, nous nous mîmes en route, nous portant sur leur derrière. On rencontra dans cette journée quelques traîneurs que nos dragons sabrèrent. Mais quand l'avant-garde entra dans Medina, on apprit que l'ennemi en était parti le matin. Nous couchâmes ce soir-là à Senos del Campo. Un espion que nous avions pu avoir par hasard nous dit que le duc del Parc était à Piedrahita, où il voulait nous attendre. Lorsque le lendemain nous nous mîmes en route, les soldats disaient « On va enfin rattraper ces braves et leur faire payer le plus cher possible la faute de Marchand à Tamames. » Nous leur imposions le silence en riant, mais étions aussi impatients qu'eux. À 3 heures du soir, les voltigeurs traversaient Piedrahita. Les dragons étaient à plus de 2 lieues en avant et toujours personne. Le désir de joindre l'ennemi et de l'exterminer rendait les soldats infatigables, et ils auraient voulu que l'on marchât nuit et jour tant ils craignaient que l'ennemi ne gagnât les montagnes et leur échappât. Le 27 novembre se passa de même. Le 28, on se mit en marche à 6 heures du matin, et à peine avions-nous fait 3/4 de lieue que nous commençâmes à voir plusieurs postes ennemis surpris et massacrés par notre cavalerie. Puis ce fut un grand nombre de traîneurs, sales, couverts de haillons, sans souliers et remplis de vermine. On envoya des détachements dans les villages voisins du chemin pour ramener tous ces fuyards. On forma un bon détachement que l'on confia aux voltigeurs du 1er bataillon. Ce ne fut pas long, et pendant 5 lieues, la route fut couverte de plus de victimes que n'en avaient fait les féroces bourreaux de Tamames et de Salamanque. On fit une grande halte au village de Babilafuente, où se trouve l'embranchement des routes d'Alba de Tormes et de Salamanque. Pour donner le change au duc del Parc, le général Kellermann dirigea sa cavalerie sur la route de Salamanque, se doutant bien que ce mouvement serait aperçu par l'arrière-garde ennemie et que le duc resterait alors dans Alba. Le stratagème réussit. La cavalerie n'eut pas fait un demi-quart de lieue qu'elle rétrograda et revint sur la route prise par l'ennemi, suivie par l'infanterie qui marchait aussi vite qu'elle le pouvait. Les avant-postes espagnols furent très surpris de nous voir déboucher. Ils crurent d'abord que ce n'était qu'une simple reconnaissance, mais bientôt, convaincus du contraire, ils avertirent leur général qui fit revenir en toute hâte ses régiments. À mesure que nos dragons arrivaient, on les formait derrière de petits monticules où ils ne pouvaient être aperçus. Je puis décrire ce combat sans omettre le plus petit détail, car je me trouvais auprès du général avec ma compagnie qui avait marché aussi vite que la cavalerie. Nous étions postés sur un mamelon très éloigné auprès de la rivière et rien ne pouvait échapper à nos regards. Il était près de 3 heures du soir. Le général Kellermann s'impatientait et envoyait ordonnance sur ordonnance à la colonne d'infanterie pour la faire arriver, mais elle ne pouvait venir plus vite, marchant déjà d'un pas plus qu'accéléré. Lassé d'attendre et désirant vivement culbuter l'ennemi avant que la nuit vînt lui donner sa protection, il se décida à faire charger la moitié de sa cavalerie, laissant l'autre moitié en réserve. Les hussards et les chasseurs prirent la droite, les dragons le centre et la gauche. Et cette cavalerie, marchant en bataille, suivit le fond des vallons en manœuvrant toujours à couvert, de manière que le canon de l'ennemi ne pouvait l'atteindre. Elle arriva ainsi au pas, tout près des masses espagnoles, puis on commanda au trot, en débouchant, et au galop, en même temps que sabre à la main, à petite portée de pistolet. Il faut s'être trouvé dans une pareille situation pour décrire l'effet que produit sur un vrai Français l'aspect de 2 troupes qui vont s'entrechoquer et dont le sort va être décidé dans un instant. Lorsqu'on participe activement au combat, chacun est occupé uniquement de son devoir et ne pense à rien d'autre. Mais lorsqu'on est simplement observateur, c'est tout autre chose. On éprouve une angoisse terrible, surtout quand l'acharnement est le même de part et d'autre. Si l'ennemi recule, une satisfaction profonde s'empare de vous. Si l'ennemi avance, une rage folle vous saisit, et vous voudriez être acteur et vous ruer sur ceux qui avancent.
Mais ici, nous n'eûmes pas le temps d'éprouver tous ces sentiments. Les Espagnols eurent à peine le temps de faire une décharge qu'ils furent enfoncés et sabrés, et une déroute complète s'ensuivit. Plus de 3000 Espagnols furent sabrés, puis le général fit sonner le ralliement. Les canons, les caissons, les drapeaux, tout arrivait sous l'escorte de nos dragons et de nos hussards. On ne faisait point de prisonniers. Plusieurs officiers généraux et supérieurs demandaient grâce en offrant des bourses pleines d'or, mais il n'y eut pas de pardon. Notre infanterie n'arrivait toujours pas, et une colonne d'environ 10 000 Catalans paraissait vouloir continuer la résistance. Le général donna l'ordre à la cavalerie de charger encore une fois. Nos cavaliers s'approchèrent au pas de cette masse qui criait « Vive Ferdinand VII! À mort les soldats du tyran !» Et malgré un terrain pierreux, où les chevaux avaient peine à se tenir debout, ils culbutèrent tout. La nuit tombait, et beaucoup d'Espagnols s'échappèrent en gagnant la rivière et les bois de chênes verts qui se trouvaient en arrière. Enfin, nos régiments parurent. Un bataillon du 6e léger et mon bataillon, celui du commandant du Toya, furent chargés d'enlever la ville à la baïonnette. Tandis que nous descendions les pentes à la course pour nous y rendre, 6 obusiers postés sur la hauteur nous appuyaient en faisant un feu terrible. Les Espagnols qui gardaient la ville n'étaient pas sur leur garde, soit qu'ils n'eussent pas été prévenus de la déroute, soit qu'ils comptassent sur les 10 000 Catalans pour les protéger. Ils paraissaient fort tranquilles et buvaient dans les tavernes lorsque nous arrivâmes à la porte d'Alba. La première sentinelle fut percée de 10 coups de baïonnette avant qu'elle n'eût crié « qui vive ». La compagnie de garde à la porte jeta ses armes pour se sauver plus vite et la panique se répandit partout. Les soldats espagnols étaient si égarés qu'ils nous prenaient pour des leurs. Les bagages, les chevaux, l'artillerie, tout voulait s'enfuir à la fois, de telle sorte que les rues furent bientôt obstruées, surtout aux environs du pont. Les maisons étaient remplies d'Espagnols qui ne nous reconnaissaient qu'aux coups de baïonnette qu'ils recevaient. Les rues étaient jonchées de cadavres. On se logea militairement, et comme les habitants étaient restés et s'empressèrent de donner des vivres, les maisons furent respectées. Cependant, quelques bourgeois vinrent se plaindre à notre colonel de ce que plusieurs soldats du 69e s'étaient introduits dans un couvent de femmes pour le piller. Le colonel y envoya l'adjudant-major de mon bataillon, M. Fauvertex, et je le suivis. On nous ouvrit les portes. Dès que les pillards aperçurent celui qu'ils appelaient le père bâtonniste, parce qu'il usait plus volontiers du bâton que des punitions, ce fut une fuite générale. Ils escaladèrent les murs, passèrent par les fenêtres, et en 5 minutes, la place était évacuée. Nous vîmes alors une trentaine de femmes fort jolies, qui se pressaient les unes contre les autres comme les brebis à l'approche du loup. Ces jeunes nonnes tremblaient, et nous appelaient leur sauveur. Elles nous supplièrent de rester toute la nuit, et chacune s'empressait pour nous offrir des bonbons, du sucre et toutes sortes de pâtisseries. Présumant que, vu le grand nombre d'officiers, nous aurions tout juste de la paille là où nous étions logés, l'adjudant-major fit placer une garde d'un caporal et de 4 hommes à la porte du couvent, et nous montâmes près de nos charmantes hôtesses, tout heureuses de nous posséder. Elles nous établirent 2 lits si bons que je n'en avais pas encore trouvé de pareils en Espagne. Mais je dormis peu, car je passais une partie de la nuit avec les jeunes religieuses dont plusieurs me parurent préférer la vie mondaine à la vie monastique. À la pointe du jour, nous rejoignîmes le régiment, et je vis des malheureux Espagnols étendus dans les rues, percés de coups de baïonnette et qui avaient passé sans mourir une nuit aussi froide. Nous passâmes le pont jeté sur le Tormes et suivîmes les traces des fuyards qui avaient gagné la montagne. Nous trouvâmes quantité de voitures, de bagages, des canons, des obusiers. Les compagnies de voltigeurs des 1er et 2e bataillons furent envoyées sur les flancs pour ramasser les fuyards qui s'étaient écartés de la route, et en moins d'1 heure, elles en ramassèrent plus de 600. Le capitaine Calais des voltigeurs du 1er bataillon ne voulait pas les fusiller avant de savoir si l'ordre était le même que la veille. Mais le général Lorset, commandant de la brigade de cavalerie légère, qui arrivait à ce moment, cria « N'épargnez pas cette canaille, expédiez-moi cela !» Cette parole n'était pas achevée que les voltigeurs avaient commencé le feu. Le duc d'Elparc, voyant que nous lui rendions l'appareil, écrivit le soir même au général Marchand qu'il jurait de respecter les prisonniers à l'avenir, mais qu'il le suppliait d'épargner ce qu'il ferait. Tout ce qui fut pris depuis fut conservé, mais les soldats n'oublièrent jamais leurs camarades torturés et brûlés, et tout Espagnol pris par les éclaireurs, les flanqueurs, en un mot loin des yeux des généraux, fut, comme par le passé, impitoyablement massacré. Nos trophées pour la journée du 28 furent 6 drapeaux et 18 canons. 8000 Espagnols furent tués par la cavalerie et l'infanterie, et cette armée forte de 35 000 hommes fut dispersée pendant au moins 6 mois.
L'armée française perdit seulement 17 hommes, dont un seul fut tué, qui était justement un adjudant sous-officier, frère du colonel du 15e dragon. Si je n'avais pas été témoin de ce fait, je serais comme beaucoup d'autres, je douterais de la vérité. Mais mon unique but est d'être vrai, et j'écarte loin de moi tout esprit de partialité susceptible de m'aveugler. La cavalerie ne nous étant plus d'aucune utilité en pays de montagne, le général Kellermann resta avec ses dragons à Alba de Tormes et fit connaître au commandant militaire de Salamanque le résultat de l'affaire du 28. Les autorités civiles, ayant paru douter de la véracité de ce fait que 1500 cavaliers avaient battu et dispersé 35 000 hommes, on commanda une corvée de 500 paysans pour venir enterrer les morts bien reconnaissables à la noirceur de leur peau et à la vermine qui les couvrait. Le 1er décembre, nous couchâmes à Santa Maria, village au pied de la montagne de Tamames, et le lendemain, nous repassâmes sur le lieu du combat où le soldat le moins intelligent put reconnaître la faute commise par notre général. Nous ramassâmes encore 500 fuyards qui furent gardés prisonniers bien qu'il leur eût fallu reconnaître que nos blessés avaient bien réellement été brûlés. Le général Marchand reprit le chemin de Salamanque avec la 2e division et l'autre brigade de notre division. Quant au 69e et au 6e léger, ils furent cantonnés à Ledesma et dans les environs. À Ledesma, je fus logé chez une charmante veuve, Doña Rosa de Pax. Cette femme, quoique approchant de la quarantaine, était fraîche et encore très belle. Elle était très instruite, et je trouvais avec elle grand plaisir dans sa conversation qui était savante et spirituelle. Elle avait des soins infinis pour moi, et me disait souvent que je ressemblais beaucoup à un de ses fils qui était officier dans un régiment espagnol. Elle n'avait pas de plus grande satisfaction que lorsque je l'accompagnais à la messe. Aussi, rien ne me manquait. J'étais toujours comblé de sucreries, de pastilles, de rosquillas, pâtisseries ne se fabriquant que dans les couvents de religieuses. J'avais pourtant en ce moment une fort jolie petite femme avec laquelle je passais des moments très agréables. C'était une cantinière du régiment, nommée Reine. Petite fille qui, sans être jolie, me plaisait pour sa vivacité. Elle vivait avec un tambour du 1er bataillon qui la surveillait de près, de sorte que je ne pouvais la voir que quand son bataillon était de service. Malgré tout, je revenais encore de préférence près de mon hôtesse, qui avait des charmes particuliers qui me la faisaient aimer. Ce qui me chagrinait, c'est que malgré toutes les précautions que je prenais, Doña Rosa savait presque toujours lorsque je lui faisais des infidélités. Nous quittâmes Ledesma le 1er février 1810 pour nous rendre à Salamanque, et ce ne fut pas sans peine que je vis pleurer mon hôtesse. Quoique les militaires passent pour avoir le cœur dur, je vis l'instant où mes larmes allaient couler. Elle me fit cadeau d'un joli portefeuille, sur lequel elle avait brodé une superbe rose. Je l'ai conservé précieusement, et je le revois toujours avec un nouveau plaisir.